Xi Jinping appelle à des efforts soutenus pour lutter contre la pauvreté. Les compagnies chinoises installent de nouvelles industries aux États-Unis. Une foire à Jakarta pour augmenter les investissements. 800 000 Chinois ont fait un voyage d'études à l'étranger cet été. Jin Yulan, gardien de la mémoire des empereurs de Chine. Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à des efforts accrus et soutenus pour remporter la bataille de la lutte contre la pauvreté. Monsieur Xi, qui est également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a donné cette instruction à l'approche de la 4e journée nationale de réduction de la pauvreté qui tombe le 17 octobre. Des efforts tout azimuts doivent être déployés dans le travail de réduction de la pauvreté car il s'agit de la bataille la plus difficile, a souligné le président. Des progrès remarquables ont été obtenus depuis que le comité central du PCC a fait la promesse solennelle de sortir tous les habitants ruraux de la pauvreté d'ici 2020, a déclaré M. Xi. Fin 2016 en Chine, 43,35 millions de personnes vivaient encore sous le seuil de pauvreté du pays qui est de 2300 yuan, soit 344 $ de revenus annuels. Que ce soit les bougies, le papier, le cuivre ou le verre, les compagnies chinoises s'installent en Amérique. Il est en fait plus facile de faire des affaires ici qu'en Chine. C'est plus facile de faire de l'argent ici qu'en Chine. Plus facile de faire de l'argent car pour certaines des compagnies chinoises, il est moins onéreux de produire aux États-Unis. Selon John Ling, un fabricant économisait 40 000 $ d'électricité par jour. Le faible coût des factures et ensuite la terre est abondante et très peu chère. Il y a aussi le coût lié à la logistique des choses livrées. Et aussi, une fois que vous établissez une coopération ici, aux États-Unis, vous ne devez pas payer de taxes d'importation. Ling dit que les restrictions chinoises sur le déplacement du capital offshore n'ont pas ralenti le rythme des investissements ici. S'il s'agit d'une branche d'activité principale, pour la plupart, le gouvernement chinois encourage encore les compagnies chinoises à aller à l'extérieur du pays. Pour les compagnies comme Fuyao Glass, c'est un pari à 1 milliard de $ sur la plus grande usine de vitres automobiles au monde dans l'état de l'Ohio. Les entreprises automobiles américaines ont dit qu'il n'y avait pas assez de vitres et qu'elles voulaient que j'investisse davantage. J'ai dit oui. En disant oui, il permettra à la compagnie d'économiser beaucoup d'argent sur les coûts de livraison et les frais de douane. Et avec la campagne America First de Donald Trump, un label Made in America pourrait donner aux clients américains une motivation supplémentaire d'acheter chinois. Nous avons de nombreux acheteurs. Ils demandent en particulier d'avoir leurs bougies fabriquées dans l'usine américaine. Depuis l'an 2000, les compagnies chinoises ont investi dans presque tous les États américains. Plus de 140 000 Américains travaillent maintenant pour des compagnies affiliées à la Chine. Quand Golden Dragon Copper a ouvert une usine dans l'État de l'Alabama, il a embauché 300 ouvriers. Je n'avais réellement pas d'autre choix. C'était la seule option que j'ai eue car il n'y a pas de travail ici. D'ici la fin de l'année, Fuyao Glass vise l'objectif de 25 000 emplois dans son usine de l'Ohio. Avec un peu de chance, j'obtiendrai une meilleure place dans la compagnie et je grandirai avec elle et continuerai juste à progresser avec la compagnie. Quelque chose d'autre a grandi, l'intérêt des Américains pour la Chine. Un jour, j'aimerais aller en Chine et voir comment se passe leur activité afin de ramener des informations. À ce rythme, toutefois, les employés américains n'auront pas à aller en Chine pour acquérir le savoir-faire chinois. Ils n'auront qu'à juste faire le trajet pour aller au travail. L'une des plus grandes foires de Chine arrive à Jakarta en Indonésie, une destination d'investissement prometteuse. La Foire internationale du commerce extérieur de Chine travaille avec les pays situés le long de la ceinture et route pour établir une connexion forte entre les entreprises locales et chinoises. Rastar est un parmi des centaines d'exposants qui représentent les produits de la foire. L'entreprise est connue pour ses licences de fabrication de voitures. Elle opère en Indonésie depuis 10 ans, mais les affaires n'ont véritablement commencé que récemment, l'Indonésie connaissant une forte augmentation du pouvoir d'achat. Nous pouvons parler avec les clients face à face et nous pouvons conduire des recherches sur le marché indonésien.
Nous avons trouvé de nouveaux clients dans cette foire et nous espérons avoir des améliorations. Rastar a plus de 400 produits disponibles mondialement et 200 sont exportés en Indonésie chaque année. Ce nombre devrait augmenter. Des secteurs comme l'électronique, le tourisme, la mode et la nourriture sont exposés. À l'exposition de cette année, nous avons des hommes d'affaires qui partagent le même but, investir leur argent en Indonésie pour développer la coopération bilatérale. L'exposition est donc un bon moyen pour connecter les hommes d'affaires et mieux comprendre le marché en Indonésie. La Chine est déjà le plus grand investisseur en Indonésie. Des secteurs comme l'énergie, le transport ou la manufacture sont dominés par les investisseurs chinois. La foire devrait aider à développer ces industries et les nouvelles, afin de renforcer la coopération économique entre la Chine et l'Indonésie. Les familles chinoises aisées sont de plus en plus disposées à envoyer leurs enfants en voyage d'études. Selon Ctrip, la plus grande agence de voyage en ligne de Chine, quelques 800 000 Chinois ont ainsi fait un voyage d'études à l'étranger pendant les vacances d'été. Leurs dépenses devraient atteindre 20 milliards de yuans, soit 3,6 milliards de dollars. Les réservations de voyages d'études à l'étranger faites par le biais de Ctrip ont augmenté de 70% d'une année sur l'autre, avec des dépenses moyennes de 26 000 yuans, soit 3 916 € par personne. Toujours d'après Ctrip, les programmes internationaux ont été les plus populaires, attirant 40% de ceux qui ont réservé des voyages d'études à l'étranger, tandis que le camping à thème, les compétitions internationales et les événements de bienfaisance étaient également au centre des préoccupations des familles chinoises. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, Singapour et le Canada ont été les principales destinations de voyages d'études à l'étranger. Le grand groupe des universités les plus célèbres a fait des États-Unis le premier choix des Chinois, et la dépréciation de la livre britannique a aidé le Royaume-Uni à devenir un outsider surprise sur le marché des études d'été, avec un nombre de visiteurs qui a doublé. Sa famille a régné sur la Chine pendant 268 ans. Jin Yulan, neveu du dernier empereur, n'a jamais connu les fastes de la cité interdite, mais cet ancien enseignant féru d'antiquité a entrepris de sauvegarder le patrimoine de ses ancêtres. Dans une résidence aristocratique du vieux Pékin, Jin Yulan, 67 ans, expose des souvenirs de famille sous l'œil de dizaines de passionnés venus admirer sa collection et serrer la main d'un des rejetons de l'ultime dynastie, plus d'un siècle après l'abdication du dernier empereur. Un petit regain de gloire pour cet ancien professeur de lycée, vêtu simplement d'un polo en laine sous une veste en velours. Sa vie n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille, particulièrement pendant les violences de la révolution culturelle, entre 1966 et 1976. Les gardes rouges ont fouillé notre maison et confisqué nos biens. Les maisons de Puyi et Puxi ont aussi été fouillées. Cette époque a été un cauchemar pour la Chine. Né en 1948, à la veille de l'arrivée au pouvoir des communistes, M. Jin a bien connu son oncle Puyi, le dernier empereur, sur la fin de sa vie. Monté sur le trône en 1908 alors qu'il n'a pas 3 ans, Puyi abdique à la suite de la révolution de 1911. Après l'invasion japonaise, il sert d'empereur fantoche en Mandchourie, au nord-est de la Chine, pour le comte de Tokyo dans les années 1930, avant d'être arrêté par les soviétiques en 1945 puis emprisonné en Chine. Jin Yulan, lui, passera plus de 20 ans dans la province centrale du Henan avant de pouvoir regagner la capitale dans les années 90. Passionné de calligraphie, Jin Yulan a commencé très jeune à collectionner des œuvres d'art, trouvant parfois chez les brocanteurs des œuvres ayant pu appartenir à sa parenté. Pour moi, Puyi était plus un être humain normal qu'un empereur. À cette époque, tout le monde à part son père devait se prosterner devant lui, y compris son oncle.